bonjour à tous. Je suis content de vous voir déjà si nombreux alors que notre site web du GDR est un peu en rade. Alors, c'est pas la faute de Sébastien, donc vous pouvez écrire d'humains derrière, derrière leur serveur et peut-être moins de chatbots. Mais en tout cas, on est quand même content de voir si nombreux à ce séminaire et je remercie donc Marie-Christine Rousset d'avoir accepté de donner ce séminaire. Donc voilà, on alterne en ce moment entre des choses plutôt raisonnement, données, symboliques et apprentissage automatique. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vous rappelle juste que voilà, si vous voulez, vous pouvez interagir donc par chat pour le moment. On ouvrira le micro à la fin de l'exposé. Donc même les questions par chat, je pense que peut-être que Marie-Christine pourra intervenir en live, mais il y a plus de chances qu'elle puisse y répondre à la fin. Donc encore merci à Marie-Christine. Donc on peut même dire que c'est un séminaire entre Madix et le GDRIA, même, hein, pratiquement. Mais donc ça c'est super, je trouve. Et je vais tout de suite laisser la main donc à Fatia Saïs, qui a gentiment aussi accepté de gérer tout ce qui est animation scientifique de séminaire. Donc elle sera beaucoup plus pertinente que moi. Donc Fatia, je vais arrêter le partage et je te laisse la main. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est avec plaisir que je présente le fait qu'elle je ne vais pas tarder donc à donner la parole à Marie-Christine pour nous parler de ses travaux actuels sur la détection et l'explication de risques de privacy dans le cadre de l'échange de données, donc approche basée sur le raisonnement. Voilà, donc à toi la parole, Marie-Christine. Merci. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? Je viens de partager mon écran. Oui. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Fatia pour la présentation. Donc, mes slides sont en anglais, mais je vais parler en français. Et pour vous présenter un travail récent en collaboration avec Ira Asghar et Christophe Bobineau dans le cadre d'une thèse, la thèse de Ira, qui est financée par la chaire qu'a cité Fatia, donc Explainable and Responsible AI, dont je suis co-porteuse dans l'Institut MIAI. Et ce travail aussi s'inscrit dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Taylor, qui Formal Method for Trustworthy AI. Donc, je vais vous parler de raisonnement pour la détection et l'explication de risques lié à la vie privée. Alors, je vais parler en français, mais je pense que je vais garder privacy parce que c'est vraiment trop long de traduire en français à chaque fois. Donc, pour les risques de privacy dans le cadre d'échange de données. Alors, je vais déjà donner dans le contexte général avec un court slide d'introduction. Donc, pour rappeler que la privacy désigne le droit de chaque personne à déterminer elle-même quand, comment et dans quelle mesure les données personnelles qui la concernent donc des personnes qui produisent via des applications des données dont certaines sont personnelles, vers ce que j'appellerais des consommateurs de données, et ce, à travers des requêtes qui peuvent être continues ou séquentielles à des fins d'utilité. Par exemple, quand les consommateurs de données sont des fournisseurs de services qui vont avoir besoin d'obtenir de l'information, de collecter des informations de différents individus pour calculer des statistiques qui, en retour, seront utiles pour les individus, par exemple pour des recommandations personnalisées. Mais aussi, ça peut être aussi à des fins malicieuses pour obtenir des informations sensibles d'individus. Donc, nous avons développé une approche où nous prenons le point de vue et le parti des fournisseurs de données pour leur fournir les moyens de contrôler la protection de leurs données, d'analyser et de contrôler la protection de leurs données, tout en préservant leur utilité dans le cadre d'un usage bien défini. Et ça va se baser sur la définition de politique de privacy et de politique d'utilité.
Donc, en un slide, je résume par 3 points, les 3 points principaux que je vais développer par la suite, qui sont donc la caractéristique de notre approche, c'est qu'elle est basée sur une spécification formelle des politiques de privacy et d'utilité par des requêtes que nous voyons comme des formules logiques définies au-dessus d'un schéma commun ou d'une ontologie commune, donc qui permet à des producteurs de données et à des consommateurs de données de se comprendre. Basé sur ce cadre formel, nous détectons de façon automatique les risques de privacy en se fondant uniquement sur l'expression de requêtes et donc indépendamment des données. Donc, il faut voir cette détection automatique comme étant une analyse de risque en amont, où on veut pouvoir justement analyser ces risques de façon assez fine, de façon ensuite à les faire comprendre aux producteurs de données en leur expliquant les risques qu'on a détectés, pour qu'ils puissent ensuite, eux, choisir la meilleure stratégie de défense donc pour pallier ce risque, soit en mettant en place, par exemple, des contrôles d'accès, du chiffrement de leurs données, certains types d'anonymisation dans leurs données, voire de lancer une négociation avec le fournisseur de services. Alors, un point important avant de détailler les choses, c'est la sémantique assez particulière donc de la privacy basée sur des requêtes. Donc, une politique de privacy qui peut être spécifique, qui va être spécifique a priori à chaque producteur de données, qu'il va exprimer par des requêtes de privacy, donc qui va garder secrètes, qui va garder pour lui. Évidemment, ces requêtes de privacy ne seront pas publiques. Donc, une politique de privacy ainsi exprimée par des requêtes sera respectée si aucune réponse à aucune requête de privacy ne pourrait être déduite d'informations connues ou obtenues par requêtage par un tiers. Et nous, plus précisément, les risques de privacy que l'on va détecter, c'est ce qu'on va appeler l'incompatibilité entre la privacy et l'utilité, c'est-à-dire on va détecter s'il existe un dataset qui n'est pas nécessairement connu en avance et qui n'est pas forcément un sous-ensemble du dataset réel de l'utilisateur. Donc, s'il existe un dataset, peut-être futur, pour lequel une réponse à une requête de privacy pourrait être déduite logiquement à partir de certaines réponses à certaines requêtes d'utilité. Donc, j'insiste à nouveau en disant que c'est effectivement indépendant des données réelles qu'a l'utilisateur, qui peuvent être d'ailleurs dynamiques, comme on le verra par la suite. Donc, la formalisation logique du problème d'incompatibilité qui nous intéresse repose sur la notion de signature logique d'une réponse. Donc, la signature logique d'une réponse à une requête est une formule qui caractérise l'ensemble des jeux de données sur lesquels l'évaluation de la requête produit cette réponse. Alors, cette formule, c'est tout simple, c'est juste une façon de donner une sémantique logique aux requêtes. Cette formule est obtenue tout simplement est-ce que vous voyez ma petite souris? En instanciant les variables résultats de la requête par leurs images dans les réponses. Donc, si je prends un exemple ici d'une requête, la requête que j'appelle PQ1, alors je précise que les requêtes que je vais donner sont des requêtes SPARQL, mais bon, beaucoup de choses que je vais expliquer marchent aussi sur des requêtes relationnelles. Donc, dans cette requête, il y a cette requête a 2 variables résultats, M et Y, et puis le corps de la requête qui spécifie les contraintes qui nous intéressent sur ces variables résultats est exprimé, peut être vu comme une conjonction de conditions qui sont exprimées par des triplets ici, qui spécifient donc les résultats qui nous intéressent. Et en l'occurrence, il y a des variables qui sont des variables existentielles, et pour une réponse spécifique, comme ici par exemple la valeur, une réponse qui est un couple M1 value 1 par exemple, eh bien on a l'instanciation partielle
qui, par ces valeurs, permet juste de spécifier que toutes les jeux de données qui permettent d'obtenir cette réponse sont caractérisés par cette formule, qui est une formule conjonctive existentielle, où la variable, ici, la variable O, qui est une variable, est quantifiée existentiellement. Alors, cette notion de signature logique s'étend facilement au cas de requêtes avec comparaison, comme qui est dans mon second exemple, où on peut ajouter donc en Sparkle, dans une expression qu'on appelle une expression filter, un certain nombre de comparaisons sur les variables qui apparaissent dans la requête. Alors, d'un point de vue algorithmique, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter les risques de privacy associés à chaque requête de privacy et que l'on va confronter à l'ensemble de toutes les requêtes d'utilité. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, dans un contexte pratique où en général les requêtes d'utilité ne sont pas nécessairement données comme ça d'un bloc en entrée, mais elles vont peut-être arriver au fur et à mesure, à chaque nouvelle requête d'utilité, notre algorithme va considérer en fait l'union de cette requête d'utilité avec toutes les requêtes d'utilité précédentes, pour le confronter à chaque requête de privacy. Alors, dans le cas d'une requête de privacy sans filter, dans une requête conjonctive simple, sans filter, la caractérisation de son incompatibilité repose sur la construction de jeux de données synthétiques qui vont être construits en remplaçant par des constantes les variables apparaissant dans les requêtes d'utilité. Et chaque jeu de données ainsi construit, en fait, on va appeler ça un freezing, sur lequel, par construction, toutes les requêtes d'utilité ont au moins une réponse. Et du coup, il y aura incompatibilité s'il existe un freezing sur lequel l'évaluation d'une requête de privacy renvoie une réponse. Donc, il y a évidemment plusieurs freezings et on va considérer le freezing le plus général, qui est celui où les variables différentes qui apparaissent dans les requêtes d'utilité sont remplacées par des constantes distinctes. Et c'est exactement ce type de freezing qu'on utilise, par exemple, dans l'algorithme de vérification d'inclusion de requêtes en base de données. Mais nous, on va devoir considérer aussi des freezings dans lesquels les variables résultats différentes peuvent être mappées, peuvent être remplacées par une même constante, parce que ces freezings vont permettre de rendre compte que dans certains cas, l'obtention d'une réponse à une requête de privacy nécessite de combiner des réponses à des requêtes d'utilité qui ont des valeurs en commun. Donc ça, c'est un peu le principe que je vais maintenant illustrer sur un exemple. Donc j'illustre ça sur un exemple d'une requête de privacy, la requête PQ1, qui est celle que j'ai déjà donnée précédemment, et qui est une requête conjonctive simple et qui, interprétée comme une requête de privacy, indique que pour un producteur de données qui veut interdire de relier les identifiants de compteurs intelligents aux revenus annuels des occupants de logements qui ont ce compteur intelligent. Et donc, je prends des exemples, vous verrez sur un cas d'usage lié à des compteurs intelligents, j'expliquerai plus précisément pourquoi après. Et puis, je donne dans l'exemple 2 requêtes d'utilité. La première, donc, qui est posée au producteur de données par un fournisseur de services qui, par exemple, a besoin d'obtenir les revenus annuels s'ils sont plus grands qu'une certaine valeur, par exemple 50 000 ici, pour les usagers qui sont propriétaires de leur logement. Et puis, une deuxième requête d'utilité qui demande pour chaque identifiant de client
d'usagers, le numéro de son compteur intelligent et le nombre de personnes à la maison. Alors, notre algorithme commence, donc prend ces requêtes, une requête d'utilité et un ensemble de requêtes, une requête de privacy et un ensemble de requêtes d'utilité en entrée. La première chose qu'il fait, que l'on fait, c'est on va réécrire la requête de privacy. Et cette réécriture fournit une réécriture équivalente. Vous allez voir, c'est tout simple. On va juste remplacer les variables de jointure par des contraintes d'égalité explicites. Sur l'exemple, vous allez vite comprendre, c'est très simple. Comme variable de jointure. Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Donc, comme variable de jointure ici, dans ma requête privacy, j'ai M et j'ai la variable également O. Et donc, je vais réécrire M dans la seconde condition par M' et O dans la troisième condition par O'. Et je rajoute explicitement que M doit être égal à M' et O égal à O'. Voilà. Donc ça, on verra pourquoi c'est utile, mais voilà, je fais ça. Ensuite, je calcule, l'algorithme détermine, et ça aussi c'est très facile, le freezing le plus général de l'union des motifs, de l'union des conditions, donc c'est des motifs de graphe puisqu'on est dans Sparkle, des requêtes d'utilité, dans lequel on va distinguer les constantes correspondant aux variables résultats en rouge. Donc, en gros, je vous rappelle qu'un freezing, c'est simplement, je remplace chaque variable par freezing plus général, chaque variable apparaissant dans les requêtes d'utilité par des constantes distinctes. Et les variables résultats sont ici, les constantes correspondant aux variables résultats sont indiquées en rouge. Et je pense dans la suite, je les appellerai peut-être des constantes résultats. Voilà. Ensuite, on va évaluer, on va calculer tous les mappings possibles qui permettent de projeter le motif, le corps de la requête de privacy sur ce jeu de données synthétique qui est ce freezing de graphe, ce freezing. Et ça peut être, on peut le faire en utilisant un moteur de requête SparkQL. Simplement dans ces mappings, donc ici pour mon exemple j'en ai 4. J'ai une valeur, une constante pour chaque variable qui apparaissent dans la requête de privacy. Mais je vais ne retenir que ceux dans lesquels les variables résultats de la requête de privacy correspondent sont envoyés sur des constantes résultats dans le freezing. Donc, par exemple, je vais donc ne pas retenir le premier mapping qui est barré ici, tout simplement parce que vous voyez que M est une variable résultat de la requête de privacy et dans ce mapping, elle est envoyée sur une constante qui est une constante correspondant à le freezing d'une variable interne sur lequel je n'ai aucun pouvoir de rien du tout, donc je ne les considère pas. Il me reste 3 mappings dans mon exemple, et ce que je vais faire ensuite, c'est, pour chaque mapping, je vais appliquer les contraintes d'égalité sur les variables de jointure, en fait, pour forcer éventuellement ces requêtes d'égalité vont me permettre de forcer par rapport au freezing le plus général l'égalité entre certaines constantes qui sont nécessaires pour obtenir des réponses pour la requête de privacy. Et donc ces égalités, il faut que par exemple, j'applique ces contraintes d'égalité sur le premier mapping. Pour que M soit égal à M', il faut que C1 soit égal à OC3 et O égale à O', il faut que OC4 soit égal à OC1. Donc, j'obtiens ces contraintes d'égalité sur ces constantes et je ne vais pas, je ne vais retenir parmi ces mappings que celui pour lequel les contraintes d'égalité ne portent que sur des variables correspondant à ne portent que sur des constantes correspondant à des variables résultats des requêtes d'utilité. Pourquoi? Parce que je ne peux, quand j'ai ces égalités qui
qui portent sur des variables internes, je ne peux pas les imposer. Je peux juste éventuellement les imposer sur des variables résultats. Et donc, j'obtiens ici, par ce calcul, j'obtiens ici tous les freezing qui peuvent mener, donc qui sont plus spécifiques que le freezing plus général, mais qui peuvent conduire à l'obtention d'une réponse pour la requête de privacy. Et donc ici, dans mon exemple, j'ai que celui-ci. Alors, la complexité de l'algorithme, je ne rentre pas dans les détails. Dans le cas le pire, d'un point de vue théorique, elle est donc exponentielle. Elle est exponentielle par rapport à la taille de la requête de privacy. Je ne donne pas les détails. En pratique, en fait, c'est beaucoup plus. En pratique, c'est très rapide. Enfin, en tout cas, nous, on a testé l'implémentation de notre algorithme dans un cas d'usage sur lequel je reviendrai par la suite, où on compare chaque requête de privacy avec une dizaine de requêtes d'utilité, et ça prend à chaque fois que quelques millisecondes. Bon, l'explication, elle est très simple, hein, c'est qu'en général, les requêtes de privacy sont très courtes, en fait. Alors, dans le cas d'une requête, alors les requêtes de privacy peuvent avoir des filters. Donc, dans ce cas-là, la caractérisation de l'incompatibilité, en fait, dans ce cas-là, en fait, les contraintes qui sont contenues dans le filter, donc par exemple ici, je modifie légèrement mon exemple en prenant une variante de la requête de privacy, en ajoutant une contrainte filter sur la variable qui correspond au revenu annuel. Et ici, je dis que en fait, je me restreins au cas avec des revenus annuels inférieurs à 20 000 euros par exemple. Et donc, ces contraintes contenues dans le filter peuvent empêcher en fait l'inférence de réponses à partir des requêtes d'utilité si une des requêtes d'utilité en fait a des contraintes dans sa partie filter qui sont incompatibles avec celle de la requête de privacy. Et donc en fait du coup on peut vérifier ça en utilisant un solver CSP qu'on va appliquer aux contraintes, mais bon, qu'on va appliquer sur les contraintes sur les constantes de freezing. Donc, dans mon exemple, sans que je rentre non plus trop dans les détails, on va vérifier si cette contrainte-là est incompatible avec celle-ci. Ça va se traduire par de vérifier si cet ensemble de contraintes est satisfiable ou pas. Si c'est pas satisfiable, ce qui est le cas ici, en fait, il n'y a pas de risque de privacy parce que les requêtes à la requête d'utilité, les réponses à la requête d'utilité, à la première requête d'utilité, ne peuvent pas être des réponses à la requête de privacy à cause de ces contraintes sur les variables. Si dans le cas où j'échange encore mon exemple ici, où maintenant je change avec un filter où la condition c'est Y inférieur à 70 000, à comparer avec dans la requête d'utilité la variable correspondante supérieure à 50 000, donc cette fois-là c'est satisfiable, ces contraintes sont satisfiables, et là il y a effectivement un risque de privacy. Alors, j'ai détaillé, c'était un petit peu peut-être fastidieux et technique, j'ai un peu détaillé la partie algorithmique parce que en fait, on s'appuie, en particulier sur les freezing que l'on construit comme je l'ai indiqué, on s'appuie sur ces freezing pour fournir des explications sur les risques de privacy ainsi détectés. En effet, les freezing que l'on calcule de la manière que j'ai présenté brièvement, mais quand même en illustrant sur l'exemple, en fait, tous ces freezing que l'on calcule, j'en avais qu'un dans mon exemple, mais il peut y en avoir plusieurs, hein, sont représentatifs de tous les cas possibles pour lesquels on peut obtenir des réponses de requêtes de privacy à partir de réponses de requêtes d'utilité. Et donc, en reprenant mon exemple ici, hein, le dernier exemple, en fait, on va s'appuyer sur les freezing qu'on a calculés pour expliciter une réponse, des réponses particulières à
aux requêtes d'utilité qu'on va montrer à l'utilisateur en lui disant « Attention, si tu réponds à ces deux requêtes d'utilité, sur les données que tu auras à ce moment-là, eh bien, si jamais il y a une réponse de la forme O1 60 000 à la requête d'utilité 1 et une autre réponse à la requête d'utilité 2 pour lequel la valeur O1 se retrouve aussi, donc ici, en gros, il est dans un cas où il y aurait deux réponses respectives aux deux requêtes d'utilité qui ont une valeur en commun et cette valeur en commun, eh bien, ça révèle en fait que dans tes données, même si tu les donnes pas, ça révèle un certain nombre de choses à partir desquelles, eh bien, on peut être sûr que il y aura une réponse à ta requête de privacy, à savoir M1 60 000 dans l'exemple qui est ainsi construit. Et donc, c'est une façon de montrer, de montrer comme une sorte de contre-exemple qui est construit à partir des freezing, évidemment en choisissant des valeurs qui doivent être signifiantes pour l'utilisateur, pour le producteur de données, et on va prendre ces valeurs, évidemment, doivent être prises sur dans le domaine et le range des différentes propriétés du schéma. Et si on a des identifiants, comme ici M1 est un identifiant, eh bien, ils doivent aussi correspondre à des identifiants locaux pour le producteur de données pour que l'explication qu'on lui fournisse soit suffisamment parlante pour lui. Alors, je vais aussi donner, en fait, je voudrais aussi expliquer ce qui se passe quand on considère, on a aussi étudié le problème lorsque les requêtes de privacy sont des requêtes avec agrégat. Donc là, on complexifie un petit peu le problème. Donc maintenant, on peut avoir des requêtes de privacy et des requêtes d'utilité, bien sûr, avec des agrégations. Alors, je donne un exemple d'une requête d'agrégation, donc où on a ici une variable d'agrégation et en fait une fonction d'agrégation qui ici est le maximum. Et donc cette requête, en fait, elle donne comme résultat, elle attend comme résultat le nombre maximum de personnes par foyer. Et ce présenté par type de logement, le type de logement pouvant être un appartement, une maison individuelle, un bungalow et d'autres choses. D'accord ? Si on l'interprète comme une requête de privacy, ça, pour un producteur de données, il indique ainsi qu'il interdit de fournir, qu'il veut interdire de fournir le nombre maximum de personnes par foyer qui ont des compteurs intelligents et qui soient donnés par type de logement. Donc on veut, en fait, si on l'interprète comme cette requête comme une requête de privacy, on veut garantir qu'il n'y ait pas de réponse qui puisse être inférée si on répond à des requêtes d'utilité. Alors là, je fais une petite parenthèse sur la sémantique des requêtes avec agrégation pour appuyer sur un point. C'est que en fait ce qui distingue, enfin d'une façon différente, enfin avec des requêtes conjonctives simples, la construction d'une réponse dans le cas d'une requête d'agrégation nécessite de construire, c'est pas d'exhiber juste un mapping, mais de construire l'ensemble de tous les mappings qui satisfait la condition de la requête dans les données, pour pouvoir ensuite partitionner cet ensemble de mapping en sous-groupes qui correspondent à la même valeur pour la variable de groupement. Et enfin, dans chaque sous-groupe, on applique la fonction d'agrégation sur l'ensemble des valeurs de la variable d'agrégat. Donc ça, ce qui est très important, c'est basé là-dessus, donc qui fait la différence avec les requêtes d'agrégation. Pour notre problème, ça veut dire que pour qu'une réponse à une requête de privacy qui est une requête avec agrégation puisse être inférée à partir de réponses de requêtes d'utilité,
eh bien, il faut que les ensembles de mapping, et ce pour n'importe quel dataset, il faut que les ensembles de mapping soient exactement les mêmes entre les motifs, entre les conditions des requêtes d'utilité et les conditions de requêtes de privacy. Et ça nécessite que les conditions des requêtes d'utilité et de privacy soient isomorphes, sous réserve, via éventuellement le gel de certaines variables. Il faut également que la fonction d'agrégation soit la même et sur la même variable, mais pas nécessairement. Par contre, il n'est pas nécessaire que les variables de groupement soient les mêmes. Donc, je vais essayer d'illustrer ça sur un exemple où je considère juste une requête d'utilité, qui est la requête UQ ici, qui demande, que je vais confronter à la requête de privacy que j'ai donnée précédemment. Cette requête d'utilité, elle demande, on souhaite obtenir le nombre maximum de personnes, donc vous voyez que c'est la même requête, le même agrégat sur le même variable, nombre de personnes, mais uniquement des personnes dont le logement est un appartement. Et ce nombre de personnes maximum, je veux le grouper, non pas par type de logement, puisque il est fixé à être un type appartement, mais je veux le grouper par valeur du revenu annuel de l'occupant principal. Alors, ça a l'air, voilà, on voit pas trop comment on va pouvoir inférer de réponses privacy par des réponses de requête d'utilité. En fait, si, il y a un risque de privacy, mais là, ce qui est aussi nouveau par rapport aux requêtes simples, c'est que on va pouvoir montrer que un ensemble de réponses, dans des cas bien particuliers, mais l'ensemble de toutes les réponses à cette requête d'utilité va permettre de construire une réponse particulière à la requête de privacy. Et cette réponse particulière, c'est la réponse qui correspond à quand la valeur de groupement ici, quand le groupe est le groupe pour la valeur appartement. En effet, c'est ça qui est nécessaire, et pour que les deux conditions, pour que les deux corps des requêtes privacy et utilité soient isomorphes, il faut que cette variable building, qui était la variable de groupement ici, soit gelée, soit instanciée par la constante appartement. Et donc, pour ce groupe particulier, appartement, en fait, on va pouvoir construire la valeur maximum, la max value, en calculant le maximum de toutes les valeurs maximum que l'on obtient dans toutes les réponses qui sont retournées par l'évaluation de la requête d'utilité. Donc tout ça, c'est parce que on peut montrer que le groupe appartement de la requête de privacy, en fait, peut être obtenu comme une union disjointe ici de tous les groupes qui sont sur une valeur différente de Y' définie dans la requête d'utilité. Alors, dans le cas général, il faut, pour obtenir cet isomorphisme qui fait qu'on va pouvoir après calculer les réponses, on a parfois besoin de combiner plusieurs utilités. Et bon, que j'illustre ici sur l'exemple, mais je vais pas rentrer dans cet exemple, ça me prendrait trop de temps, et parce que je voudrais arriver à cette partie-là que j'avais annoncée dans mon résumé, qui est, je voudrais parler aussi de l'aspect temporel, de la prise en compte de l'aspect temporel, dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à présent, en insistant sur le fait que de plus en plus d'applications modernes fournissent en fait des données temporelles, et que les données temporelles sont vraiment peuvent vraiment révéler des informations sensibles, des informations personnelles. Je ne prends comme exemple que des données temporelles de type consommation électrique, par exemple. Donc si
la consommation électrique, si elle est donc qui peut être obtenue par exemple des compteurs intelligents installés chez vous, ça peut révéler beaucoup d'informations sur votre comportement, sur vos habitudes. Ça peut évidemment révéler quand vous quittez la maison, quand vous rentrez le soir. Ça peut aussi même révéler quels sont les appareils électriques ou électroniques que vous utilisez. Éventuellement, s'il y a des heures dans la journée ou des jours dans la semaine dans lesquels vous utilisez pas ou peu l'électricité. Donc, tout ça, ça peut être exploité par des tiers, évidemment, pour faire de la publicité ou des enquêtes, mais ça peut aussi permettre de prédire des informations très, très personnelles comme votre religion. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, c'est très important lorsqu'on s'intéresse au risque de privacy de s'intéresser à des données temporelles qui peuvent prendre des tas de formes différentes. Par exemple, on peut avoir des données temporelles c'est juste l'association de timestamp ou d'intervalles de temps à des tuples dans les bases de données relationnelles ou à des triplets dans des graphes RDF. Ça peut prendre la forme de séries temporelles ou ça peut aussi prendre la forme de flux de données qui sont des données sur lesquelles, qui sont volatiles et qu'on va juste temporairement stocker dans des buffers. Et l'analyse, à la fois, donc, les données temporelles sont un risque pour la privacy, mais elles peuvent être aussi très utiles, d'où l'importance de combiner, d'avoir vraiment trouver le meilleur compromis entre privacy et utilité. Elles peuvent être très utiles parce qu'elles peuvent permettre de visualiser, par exemple, des tendances de votre consommation électrique, par exemple, de trouver des patterns temporels récurrents, de détecter des anomalies ou de détecter des événements. D'où l'importance de prendre en compte cet aspect-là lorsqu'on utilise la privacy en tenant compte de l'utilité. Alors, j'illustre ça. En fait, notre cas d'usage dont j'ai tiré juste certaines de mes exemples, en fait, on a un petit peu construit un cas d'usage, un scénario autour donc des compteurs intelligents, vous l'avez compris, et parce qu'on avait à notre disposition, c'est des données ouvertes, donc on peut tous avoir ça à notre disposition, des données en fait qui sont mise à disposition dans une archive qui s'appelle ISSDA, Irish Social Science Data Archive, et qui fournit la consommation électrique sous forme de time series d'habitants de la ville de Dublin pendant plus de 2 ans. Données, je crois, toutes les demi-heures. Et en plus de ça, qui nous a particulièrement intéressé, c'est qu'il y a aussi des métadonnées qui sont associés à ces usagers, donc aussi bien sur leur revenu, la taille de leur logement, le nombre d'enfants, etc. Donc tout ça, ça a été des données qui ont été récoltées dans le cadre d'un projet européen. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait en fait on a construit en fait une ontologie, une petite ontologie simple en RDFS qu'on a vu comme étant un vocabulaire commun qui pourrait entre des producteurs de données qui sont donc les usagers et des fournisseurs de services qui vont pouvoir fournir des conseils ou des dispositifs pour économiser l'énergie, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste un petit extrait ici, simplement. Donc, il y a un certain nombre de propriétés qui sont des propriétés statiques, et puis il y a aussi des propriétés dynamiques, comme la consommation électrique, qui est une propriété dynamique, et donc à laquelle, pour les triplets de laquelle on peut associer un timestamp. Donc, en fait, pour pouvoir prendre en compte cette dimension temporelle, eh bien, on a considéré des requêtes de privacy d'utilité qui qui généralisent toutes celles que je vous ai présentées jusqu'à présent. Donc, en ajoutant, en fait, en tout cas pour celles qui possèdent, qui font référence à des propriétés dynamiques comme la consommation électrique, le fait qu'on va peut-être être intéressé par préciser, par calculer des requêtes avec des filters, des graph patterns et éventuellement des agrégations, mais qui peuvent porter sur des fenêtres temporelles qu'on va vouloir définir. Donc,
sans rentrer dans les détails de la sémantique de cette extension temporelle, eh bien, c'est simplement, voyons ça comme, en fait, vous demandez l'itération de l'évaluation de cette requête à chaque pas, donc à chaque pas de temps, le pas de temps étant défini ici par step, sur des fenêtres temporelles de la taille spécifiée par le paramètre size ici. Et en fait, donc c'est tout simplement d'itérer sur des fenêtres qui peuvent être des fenêtres glissantes, des requêtes du type que j'ai indiqué précédemment. Alors ça, sans rentrer non plus dans les détails, en fait, c'est pas juste une définition théorique, ça peut être implémenté en utilisant des extensions récentes de RDF et SPARQL qui sont respectivement RDF Star et Sparkle Star. Donc, je vais encore une fois illustrer ça sur des petits exemples. Là, donc en fait, voilà un exemple d'une requête avec une fenêtre qui précise en fait qu'on est intéressé par des fenêtres temporelles, des intervalles de 6 heures, puisque là, le size et le step sont 6 heures. Ce sont des durées, hein, j'ai oublié de le préciser. Et donc là, cette première requête, elle, interprétée comme une requête de privacy, indique que pour un producteur de données, il ne veut pas divulguer la somme de sa consommation électrique calculée sur des intervalles de 6 heures. Voilà. Et une requête d'utilité peut être elle-même aussi une requête avec des fenêtres temporelles. Et là, supposons que un fournisseur de services est intéressé par récupérer pour faire ses statistiques. Hein. Pour chaque compteur intelligent, la somme des consommations électriques calculée chaque heure et agrégée sur les 3 heures précédentes. Donc, c'est ce genre de requête que l'on peut exprimer. Donc, pour le problème du test d'incompatibilité, en fait, pour la prise en compte de l'ajout de ces fenêtres, de la spécification de ces fenêtres temporelles, il faut vérifier une condition d'incompatibilité supplémentaire. Donc, il y aura une compatibilité si on a les conditions précédentes, plus le fait que une fenêtre temporelle de la requête de privacy puisse être calculée comme l'union disjointe ou pas disjointe selon les requêtes, selon les fonctions d'agrégation, donc l'union de fenêtres temporelles de requêtes d'utilité. Donc, il faut que cette union soit disjointe si les fonctions d'agrégation qui nous intéressent sont sum et count. Elle n'est pas nécessairement disjointe si ce qu'on calcule, c'est des agrégations de type max ou min. Alors, cette possibilité d'obtenir une fenêtre temporelle de requête de privacy comme une union disjointe ou pas de fenêtres temporelles de requête d'utilité, en fait, ça peut être testé par un solver d'équations diophantiennes. Et donc, dans l'exemple que j'ai donné, en fait, c'est le cas. Une fenêtre temporelle de 6 heures peut être obtenue comme une union disjointe de requêtes de fenêtres temporelles définies dans la requête d'utilité et qui sont ici les fenêtres de taille 3 heures inscrites en rouge et qui ne sont pas nécessairement des fenêtres temporelles consécutives. Et donc, dans ce cas, si on arrive si cette condition d'incompatibilité est détectée, on peut fournir une explication visuelle de ce recouvrement. Donc, nous avons en fait, IRA a implémenté une interface qui présente, qui permet de visualiser, donc qui est à l'adresse des consommateurs d'un producteur de données et qui l'aide à visualiser et à comprendre les requêtes d'utilité pour lesquelles il est sollicité, qui l'aide à exprimer, à spécifier ses propres requêtes de privacy, qui lui permet, en appuyant sur un bouton, de détecter s'il y a des risques de privacy et de lui fournir des explications pour ces risques, des explications qui peuvent être fournies à plusieurs niveaux. Donc, dans l'exemple ici, ça peut être,
il y a pour la requête de privacy 1, en fait, c'est les deux requêtes d'utilité UQ1 et UQ2 qui peuvent révéler des réponses. Et si on veut plus précisément une explication, on obtient une explication un peu plus précise du style de celle que je vous ai montrée précédemment, ainsi de suite. J'en arrive à la fin de mon exposé. Donc voilà, j'ai déjà indiqué que donc il y a cette requête, cette interface de requête user-friendly qui est développée par IRA. Donc qui aide aussi. Donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser cette interface pour, en cas de détection de risque, avec les explications qu'on fournit, aider l'utilisateur ou le guider en fait dans le cadre d'un mécanisme de négociation pour pour supprimer ou limiter les risques de privacy en l'aidant à modifier les requêtes d'utilité qu'on lui soumet pour dire cette requête d'utilité, je n'y répondrai pas. Par contre, je veux bien répondre à une variante de cette requête d'utilité qui est guidée par les explications qu'on lui a fournies. Et enfin, alors là, c'est plutôt du future work. On voudrait étendre notre approche aux données spatio-temporelles, c'est-à-dire prendre en compte aussi l'aspect spatial avec une approche assez similaire à celle qu'on a développée pour les aspects temporels. Je vous remercie et je suis prête à répondre aux questions. Et je n'avais pas regardé, il y en a 4 déjà dans le chat. Merci Marie-Christine. Ah non, il n'y en a pas. Voilà, le temps des questions est arrivé.